disons-nous les choses, avec Monsieur Fix Niavo, nous avons eu un très bel échange concernant le rap. Nous avons même dépassé la mesure. T'as vu. Voilà, nous qui sommes habitués à rapper dans les temps, là, on a dévié un petit peu, parce qu'on était un petit peu trop chaud, quoi. Mais quoi qu'il en soit, on va continuer notre interview. Et là, cette interview-là, ça va être l'interview par rapport à tes engagements. D'accord. C'est-à-dire tes engagements, notamment politiques. Donc là, ça va être l'interview pour ceux qui soutiennent Monsieur Fix. Tu veux pas commencer par ceux qui soutiennent pas? Tu préfères? Ouais. Comme ça, on dégage un peu la haine et après on revient à des choses positives. Vas-y, il n'y a pas de souci. Ça te dérange pas. Ça ne me dérange pas. Comme ça, on attaque. Donc on attaque tout de suite. L'interview de ceux qui ne soutiennent pas Monsieur Fix. Allez, c'est parti. Yes. Es-tu un objet téléguidé par des éminences grises afin de prolonger l'hégémonie politique dans les quartiers? Pas du tout. Pour vous... Pas du tout. Êtes-vous là, sur le plan politique, pour vous montrer, pour vous la raconter, éventuellement prendre une revanche sur la vie à cause d'un passé difficile dans les quartiers? Non, pas du tout. Pas du tout. Parce qu'en fait, moi je suis de la génération à qui on disait vous vous intéressez jamais à la politique. Et le jour où on s'est intéressé, on a dit non, mais c'est pas comme ça qu'il faut s'intéresser à la politique. Et nous, on a répondu aux gens non, on va s'intéresser à la politique à notre manière. Sinon, c'est du paternalisme, tout simplement. Donc nous, on a essayé de faire remonter des informations que nous avons d'abord vécues et pas des choses qu'on suppose que les gens pouvaient vivre. C'est des choses que nous avons vécues, qui nous ont blessés. Et c'est des choses qui ont participé à notre parcours à une époque où on ne savait même pas que, tu vois, par exemple, 10-15 ans plus tard, je pourrais venir à Greenwich, checker Mega une fois par mois, Néo Musique, toi, les choses qu'on fait avec Kizo et tout ça. C'était même pas envisageable parce qu'en fait, le système et la société dans laquelle on vivait avaient très bien fait les choses pour que chaque quartier reste dans son quartier, que chaque quartier ait l'impression que la personne qui lui ressemble le plus, mais si elle est dans un quartier adverse, c'est son ennemi. On a vu ça dans les tournois de foot, on a vu ça dans les après-midi, tu connaissais les après-midi de quartier et tout ça. Donc toutes ces choses-là, à un moment donné, quand tu les as vécues, accompagné de films comme Menace to Society, Colors, New Jack City, tout ça, bien entendu, plus certains clips de rap qui nous engrainaient dans ce truc de ces quartiers contre quartiers. Donc à un moment donné, on était tombés tous dans ce piège. Mais le jour où on a décidé de se prendre en main et de créer nos propres partis politiques, il était bien entendu question de se rapprocher des gens qui étaient supposés être nos ennemis et de ne pas faire alliance avec nos vrais ennemis, les politiciens, qui eux ont toujours fait semblant de tiens, on va donner un peu plus d'argent à tel quartier, un peu moins à tel quartier, on va couper l'électricité du foot, tu vois, les lumières publiques pour tel quartier, ce qui pouvait créer des divergences avec les autres. Toutes ces choses-là sont politiques. Et ça en revient à la chose par rapport au fait de se mettre en avant. Non, nous on est des gens responsables. Et ce qu'on essaie de dire aux gens, t'intéresses pas à la politique que quand il y a un fait divers. Il faut que tu t'y intéresses dans la globalité. Sinon, tu passes ton temps à commenter des faits divers. Parce que, pour revenir sur mon propos, je comprends que cette question soit légitime dans la mesure... Bien sûr. À une époque, enfin même à toutes les époques, il y a toujours eu ces gens de quartier que les gens ont mis en place et qui ont retourné leur veste. Bien sûr. Ces gens-là qui, à un moment donné, voilà, tout le quartier était derrière eux, tu les mets en mairie... Ils obtiennent leur titularisation, stagiarisation, tutélarisation. Je me pose dans mon bureau, 8h, 16h, je vais chercher mes enfants. Les gens du quartier, ils t'appellent, tu réponds plus, frère. Et tous les 2 heures, tu as des pauses café, pauses cigarettes, et tu calcules plus le quartier. C'est quand on a décidé de faire une chose, le jeu politique. Mais c'est vrai que cette donne-là, elle est différente par rapport à ce que vous faites. C'est-à-dire que vous, au jour d'aujourd'hui, ce que vous faites, c'est que vous créez des partis politiques. Mais pourquoi ceux qui ne vous soutiennent pas émettre des doutes à des moments donnés, c'est parce qu'ils se disent que voilà, le problème de beaucoup de mecs de quartier, c'est qu'à un moment donné, voilà, il y en a certains comme je te l'ai dit dans la question, voilà, certains prennent une revanche sur la vie. C'est-à-dire passé douloureux, un petit peu de tristesse, t'as pas eu ce que tu voulais quand tu étais jeune, et à un moment donné, est-ce que la politique n'est pas un nouveau moyen de se mettre en avant, de se montrer comme ils auraient pu le faire par rapport au rap ou comme ils auraient pu le faire par rapport à d'autres domaines. C'est-à-dire, voilà, je deviens un symbole à la Martin Luther King, à la Malcolm X, vas-y, les mecs, regardez-moi, je suis là, je suis bien. Et tu te complais dans ce statut. À partir de ce moment-là, en France, ça va être très difficile, surtout si tu prends la voie que nous, on a essayé de prendre, qui est de la totale indépendance, de ne pas faire d'alliance avec aucun parti politique qui soit de gauche ou de droite. À partir de là, il faut savoir une chose, il y a des choses comme les subventions,
comme les locations de salles, les locations de studios, toutes ces choses-là, va falloir développer du sens commun dans ta tête avec tes potos et de l'indépendance et de l'autosuffisance financière. Donc voilà, ça c'est une chose. Maintenant, la deuxième chose, tout mec de quartier est ton pote tant que tu n'as pas dépassé sa tête. C'est le panier de crabes. Tu vois, quand tu as un panier de crabes, tous les crabes ils sont là, ils crac, 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 t'en prends un, il y en a un autre qui essaie de le tirer vers le bas, et quand tu vas, ils veulent tous monter ensemble. Pourquoi? Je sais pas, tout le monde a les idées, mais personne ne les applique. Pour ce qui est de mon cas, celui qui vient aujourd'hui et qui te dit, Fix Niavo là, il vient, il fait le game politique, tout ça, mais c'était un mec qui n'était pas comme ça quand il était jeune, c'est un mensonge. Tu vois, j'ai juste une anecdote de spi, moi-même, quand j'étais jeune à l'école, j'étais pas un des meilleurs élèves, mais le simple fait comment je parlais, les gens dans ma classe, derrière mon dos, ils mettaient mon nom pour que je sois délégué de classe. Oui, mais... Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y a des gens, c'est leur vocation. Il y en a, c'est pas leur vocation. Et comme j'aime le dire, moi, mon père, il n'est pas venu d'une immigration de main-d'œuvre. C'était une immigration intellectuelle. Tu vois, du Congo-Kinshasa, Cameroun, Congo-Brazzaville et tout. Donc, beaucoup de nos parents, dans les années 70, quand ils sont venus, c'était des intellectuels avec pour but de décrocher des diplômes et tout, pour aller reconstruire le pays. Après, l'histoire, on la connaît, regroupement familial ici, et dictature mise bien en place là-bas par des gens qui sont ici. Donc, à partir de là, à partir du moment où je te dis que mon père, c'est un intellectuel, tu sais qu'à la maison, il y a des livres. Tu sais qu'à la maison, des fois, ça va parler politique. Donc ça veut dire que dès la primaire, ouais, le collège, tu as déjà une petite conscience politique. D'où le fait que tu maîtrises assez bien la parole, quoi. La verve, ces choses-là. Parce que... Mais voilà, regarde, concrètement. Mais je vois ce que tu veux dire, parce totalement. Ça, le pire, c'est que je m'en doutais, ça. Que tu étais issu d'une famille où c'était des intellectuels. Parce que, on va pas se blaguer, on sait très bien que certains mecs dans les quartiers, les mecs savent très bien parler. Il y en a même, ils font les mecs ghetto jusqu'à fatiguer. Alors que les mecs, moi, regarde, je suis à l'école avec un mec, à moi, d'Arpajon, ghetto jusqu'à fatiguer, bagarreur de fou. Dès qu'il y avait un truc, viens, vas-y, viens, on va le péter, viens, on va faire ça. Le mec, les cours d'histoire, il les enregistrait et carrément, moi, je copiais sur lui parce que le mec, le cours d'histoire, maintenant, en histoire, qu'est-ce qu'il nous disait? Il nous disait, le contrôle, c'est recopier tout le cours. C'est-à-dire, vous le mémorisez, 3 pages. Le mec, il faisait tout ça. Et j'ai appris dans le futur, parce que quand on était avec lui, il n'osait pas l'avouer, qu'en fait, son père était un diplomate congolais, et le mec, il habitait dans une big baraque. Et non, alors moi, c'est pas... Attends, j'ai pas dit que c'est ton cas, j'ai pas dit que c'est ton cas. Non, que le mec, il habite dans une big baraque, 2 étages, et que le mec, il était totalement à l'aise. Mais que le mec était super ghetto, il avait comme une espèce de complexe. Maintenant, pour revenir un petit peu sur mon propos, tu sais que tu représentes un symbole pour certains. Oui, tu sais que dans des quartiers, il y a des mecs qui, quand toi, tu vas aller avec Résus, avec Almami, les gens vont se dire, ah, ces gens-là, non, vas-y. C'est des gens qu'on respecte et c'est des gens avec qui on projette de l'espoir. Bien sûr. Et ceux qui ne te soutiennent pas se disent, mais est-ce qu'eux ne profitent pas? Est-ce que toi, tu ne profites pas de ce statut? Est-ce que tu ne te complais pas dans ce statut-là, de je suis un symbole? Et à un moment donné, ben, tu peux rester dans un certain immobilisme. C'est-à-dire, tu sais que tu pourras en faire plus, mais t'en fais pas plus parce que tu te dis, les gens, ils me reconnaissent, ils m'aiment, vas-y, c'est bon. Non. Justement, c'est même un reproche dans ma famille. Il y en a qui me disent, calme un peu, tu vois. Tu commences à faire ta vie de famille, tout ça, calme un peu. T'es sur certaines choses, pas forcément sur les propos, parce que je dis rien d'outrageux, je dis ce que moi j'estime être la vérité. Après, clairement, bien sûr qu'on en revient au panier de crabes. Tu sais, les gens, moi j'ai grandi aux Ulysses, frérot. Patrice Evra, Thierry Henry, Martial, Cynique, tous ces gens-là, on se connaît. Et les gens, peut-être qu'ils auraient attendu de moi que je sois un haineux de ces gens-là. Non, moi ça m'a motivé de grandir dans une cité, de voir qu'un mec comme Henry, quand on était enfant, tout le monde te disait, ce mec-là, il va aller loin. Il va aller très loin. Et de voir, on avait 10 ans, et de voir 7-8 ans plus tard qu'il gagne la Coupe du Monde. De voir que Patrice Evra, quand on était gamin, pour nous, il avait 3 ans, 10 ans d'avance sur nous au niveau foot, et de voir là où il en est aujourd'hui. De voir que quand on me dit, putain, il y a le petit Anthony, lui, il va aller loin. Et, tu vois, bon, le foot, il n'y a pas que ça dans la vie. Mais grandir avec des gens comme ça, et à côté, avec des toxicomanes, avec des gens qui font des allers-retours en prison comme pas possible et tout ça, tu te dis, elle va être où ma place? Moi, la chance que j'ai eue, c'est que j'étais un fanatique, un amoureux du hip-hop. Et dans le hip-hop, les gens qui me parlaient plus, c'était les mecs comme Tupac, c'était les mecs comme Nas et tout ça, Public Enemy, NWA et tout. Et qu'est-ce que je faisais? Moi, je me contentais pas d'écouter de leur musique, je traduisais les paroles.
Et en traduisant les paroles, je me disais, mais putain, Chuck D et tout, quand il prenait le micro, je disais, non, le gars là, il est en train de dire des bails, je comprends pas ce qu'il dit, mais ça se voit, il dit les vrais bails, tu vois ce que je veux dire. Et à partir de là, moi, je me suis identifié à ces mecs-là. Parce que je pouvais pas vraiment m'identifier à Daniel Balavoine ou à Renaud ou à Julien Clerc, tu vois ce que je veux dire. Mais bon, on les a quand même écoutés, ces gens. On les a écoutés, c'est pour ça que je te cite des gens que j'ai aimés. Je te cite vraiment des gens que j'ai aimés. Donc au mieux que je pouvais les aimer, je pouvais pas leur ressembler physiquement. Quand le hip-hop il arrive, il y a des mecs qui te ressemblent, qui te disent voilà comment faut s'habiller, comment faut parler aux autorités et comment faut plus laisser faire. Parce qu'il y a une autre chose que les gens qui nous attaquent ne savent pas, c'est que à chaque moment où on prend la parole et tout ça, on prend un risque. Faut savoir que tous les rappeurs qui se disent ghetto, qui machin, ils sont pas aussi surveillés par les renseignements généraux que des gens comme Almami. Justement, pour rebondir sur ce que tu dis, ceux qui ne te soutiennent pas critiquent ton côté anti-système, autosuffisant par rapport aux subventions, alors que tu es dans le système. Et tu as d'ailleurs emprunté certaines de ces méthodes, d'où l'investissement politique. C'est ce que je veux dire. Quelle méthode, par exemple? Quand je dis des méthodes, c'est juste l'investissement politique. Tu es investi politiquement. Oui, totalement. C'est une méthode d'être dans le. Enfin, c'est une méthode pour rentrer. Tu es dans le système. En fait, ce qu'on a dit aux gens. Je vois très bien ce qui te reproche, c'est que tu critiques le système, mais tu es dedans et tu empruntes ces méthodes. Mais j'en profite pas. À partir du moment où je profite pas du système, alors que je l'aurais pu le faire 10 000 fois, je peux aussi avoir le droit de le critiquer. Mais tu vois ce que je veux dire? Être dans un système. Tu sais, après, les gens qui vont aller. Après, moi, je peux aller très loin. Facebook, c'est Zuckerberg. Zuckerberg, c'est qui? Machin. Tu sais, on peut aller très loin. Tu milites sur Internet. Donc, forcément, tu donnes des données publiques sur ta vie privée. On peut aller très, très loin. Facebook, ça finance un peu la guerre là-bas. Ton smartphone, il est un peu financé par ce qui se passe par le coltan. Toutes ces choses-là qui viennent du Nord Kivu. Tu vois ce que je veux dire? Donc on peut aller très loin dans le système. Le système, c'est quoi en fait? T'en profites pas, on va dire, financièrement, parce que pour rentrer dans, comment dire, juste parce que là où tu veux venir, juste par contre, une chose sur laquelle je suis clair, net et précis, et je l'assume, c'est que je disais à Almami que notre génération de nos grands frères dans le militantisme, on les voyait pas assez. Et qui faisaient un travail de malade à Vaux-en-Velin, aux Minguettes, Mantes-la-Jolie, dans les cités de Marseille, de Strasbourg et tout, mais on les voyait pas. On voyait les SOS Racisme, tu vois, on voyait les Fodé Silla, les Malek Bouti, tout ça, qui représentaient une certaine France, qui plaisaient pour le coup aussi au système. Et nous, quand on arrivait un peu dans ces choses-là politiques, on disait à Almami, et je lui disais, gros, là on se lance dans des trucs qui sont sérieux. Par contre, il faut qu'on se montre. Mais pas qu'on se montre bling bling, machin. Faut qu'on se montre, faut qu'il y ait des petits frères qui se disent, j'ai pas forcément envie d'être qu'un rappeur. J'ai aussi peut-être envie d'être un rappeur qui lit des livres. Parce que tu sais, moi, je suis qu'une pièce dans le système. Enfin, dans le système, je suis qu'un maillon dans la chaîne. Parce que je te disais, t'en profites peut-être pas financièrement, parce que financièrement, c'est bloqué. Les mecs, ils ont instauré des portes, des portes très, très, tu vois, avec une épaisseur de malade. C'est-à-dire, c'est des familles qui sont là depuis des années, tout bon et autres. Mais quelque part, t'en profites sur le plan du réseau, parce que vous avez... les gens issus des quartiers ont créé un réseau de gens de quartier qui sont dans la politique aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire? Et pour en finir, parce que nous avons terminé cette interview aussi, parce qu'il faut la terminer, ce n'est pas à cause d'une certaine perte de vitesse dans le rap qui a touché beaucoup de gens de ta génération, de notre génération, on va dire même la quasi-totalité, parce qu'il y a beaucoup de groupes qui ont disparu aujourd'hui de l'époque. C'est pas pour ça que, quelque part, tu t'es reconverti en politique, pour exister? Moi, je demande aux gens qui me posent cette question, écoute la première mixtape d'Ultimatum à 18 ans. Écoute la deuxième quand j'en ai 19. Écoute Fix CPKR, là où je crois j'étais très loin dans les textes et dans tout ce que j'ai fait. Et écoute les quelques fois où j'ai eu l'occasion d'être médiatisé, et tu verras. En fait, les gens, ils ont du mal avec une chose ici, c'est la cohérence. Les gens, en fait, je crois que c'est Kerry James qui l'expliquait bien dans un morceau, ils attendent que tu tombes pour pouvoir dire, regarde ce qu'il n'a pas fait. C'est vrai, c'est ça. Les gens, ils attendent que ça, mais je le sais. Je le sais. Les gens, ils attendent le truc, la photo, ou le statut Facebook mystique et tout pour dire attends, ton boug là, mystique, il dit qu'il a fait ça, il est parti. Moi, j'assume totalement ce que je fais. Et j'assume le fait que j'ai besoin de médiatiser ce que je fais. J'ai pas besoin de me médiatiser moi. Mais j'ai besoin de médiatiser ce que je fais. C'est-à-dire que c'est le même problème les footballeurs, ils gagnent trop d'argent. C'est pas de l'argent public. C'est pas ton argent, c'est pas tes impôts, donc ça pose pas de problème. Oui, mais moi, regarde, écoute Frangin, j'ai pris ce chemin-là. Si j'avais eu des semaines et des semaines Skyrock, si Bouscapé m'accordait des interviews gratuites à moi, si machin, je sais pas, si tous les plus gros sites ils m'accordaient des faveurs au nom du militantisme,
les gens ils trouveraient quelque chose à y redire. Moi, je te dirais, ben, franchement, cool, vous avez compris le combat, vous me faites des tarots, c'est la famille. Maintenant, c'est un business. Est-ce que des fois, je les paye? Non. Est-ce que des fois, je suis médiatisé? Oui. Pourquoi? Est-ce que je suis le Renoir utile de service dont on veut se servir? J'en sais rien. Par contre, je sais une chose, se servir de moi, c'est un peu compliqué par rapport à ce que je défends. Tu peux te servir de quelqu'un, entre guillemets, qui a un double ou un triple discours, mais je le dis encore une fois, tu prends la première mixtape Ultimatum, je sample du Martin Luther King. Oui, mais attends. Tu vois, pour après, finir, c'est pas que la référence. Je parle de Patrice Lumumba depuis le début, depuis l'amalgame. on va en parler, t'inquiète pas. Maintenant, pour finir avec notre interview, Ouais. en fait, tu as répondu à la question sans y répondre. C'est la preuve que, monsieur, tu as une très bonne formation intellectuelle familiale. Il n'y a pas de souci, mon pote. T'inquiète. Tu m'as détourné, il n'y a pas de souci. Ma question, elle est claire. Est-ce que tu t'es mis dans la politique parce que tu as eu une perte de vitesse dans le rap, comme beaucoup de rappeurs de l'époque? Je me suis mis dans la politique avant le rap, si c'est ça ta vraie question. Je me suis quasiment mis dans la politique avant le rap. Ensuite, j'ai été dans Ultimatum, dans un groupe où il y avait 3 Renois, 2 Blancs, 1 Rebeu. Et je faisais attention dans mes paroles à pas blesser les communautés de mes frères par rapport à certaines choses que je peux dire en solo qui peuvent s'apparenter à de l'opportunisme politique, dans le sens où tellement peu de personnes le disent que celui qui va en parler, pour peu qu'il le fasse bien et que ça en fasse un peu de buzz, eh ben là on dit ah mais ton gars il a pris ce créneau là. Les gens ils pensent en termes de créneau. Moi c'est ma vie. Moi quand les condés me frappaient quand j'étais jeune ou quand les keufs ils me disaient t'iras nulle part dans la vie, c'est ces choses-là qui ont fait que je me suis intéressé et au rap et à la politique. C'est pas de me dire tiens machin il a réussi à percer parce qu'il a fait un morceau avec un refrain R&B, l'autre il a réussi à percer parce qu'il a fait un screw. Moi comment je vais faire? Tiens la politique, je peux pas. La politique c'est tu sais j'ai 37 ans. Moi mon scud là c'est mon avant-dernier. Par contre, les projets vidéo, les montages vidéo, les documentaires et tout, vous n'avez pas fini de me voir les gars. Je suis encore là pour 20-30 ans. Tu vois ce que je veux dire? Mais est-ce que c'est une bonne question? Parce que c'est une question que je pense que beaucoup de gens peuvent se poser, mais c'est une question que les gens ne sauraient pas poser si j'avais pas fait parler de moi par rapport à mes actions. Et c'est les actions qui priment. On va terminer cette interview parce qu'il faut la terminer, tu vois. Et, tu vois, mais en vérité, moi, la question que je te pose, c'est écoute. Est-ce que au moment où tu as eu une perte de vitesse dans le rap, ça n'a pas concordé avec le fait dans lequel tu t'es dit ah je vais faire de la politique parce qu'à un moment donné, hey Joe, t'as vu moi le rap, t'as vu. Alors tu vois, mais attends, répondons rapidement à cette question. Je réponds à cette question. Je n'ai pas eu de perte de vitesse dans le rap dans le sens où je n'ai jamais connu de sacre dans le rap. Donc j'ai pas eu de grand succès accompagné d'un succès un peu moyen, puis d'un petit succès qui fait. J'ai toujours été sur un truc autosuffisance financière, donc je connaissais déjà les risques, je le savais. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a des idées. Il y a des quartiers, il y a des gens qui auraient organisé des gains de ton style, ça aurait peut-être pas eu autant de buzz, parce qu'ils n'avaient pas en amont préparé le truc comme moi je l'avais préparé. Quand moi je fais des gains de ton style en 2002, j'ai l'idée en 96. De me dire un jour on va faire un truc, les gens vont respecter le 9-1. Quand je fais Émergence avec Almami et tout ça en 2010 ou Résus en 2013-2014, c'est parce que quand j'étais enfant, je regardais les Black Panthers, je lisais des livres sur les Black Panthers, sur comment ils ont réussi en vendant le code rouge là, de Mao, tout ça, dans la rue, à s'auto-financer, à le revendre et à pouvoir financer des projets, des petits déjeuners pour les quartiers, des brosses à dents pour les enfants dans les trucs et des formations politiques. Après, ta question, elle est bien parce que ta question, elle vient avec l'époque du buzz. Moi, je ne cherche pas le buzz. Dégaine ton style, je l'ai organisé, je l'ai inventé, je l'ai créé, je n'y ai pas participé. Résus, tu regardes Allo Marianne, le documentaire qui a fait je sais pas combien de vues, je suis à peine dedans au début et à la fin. On va en parler, t'inquiète pas. Pas de soucis. Sur ce, cette partie s'achève. Je représente la banlieue sud Grigny 350.